Parmi les personnes capables de résoudre un crime, on va souvent penser aux policiers, aux gendarmes, aux enquêteurs, aux détectives privés. Mais est-ce que vous pensez à la petite souris? Alors oui, il faut que je retourne me coucher, mais ça a un rapport, je vous le promets. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lovie et cette fois-ci on est parti pour les Alpes-Maritimes avec l'affaire de Marie-Hélène Audoy. Alors Marie-Hélène, pour vous la présenter, c'est une jeune femme qui a 22 ans au moment des faits et qui vit à Cagnes-sur-Mer avec son compagnon Steven. Elle est représentante en pharmacie et donc pour son métier, elle va prendre sa voiture et faire la tournée des pharmacies pour rencontrer les professionnels et promouvoir des produits, et ce à travers toute la Côte d'Azur. Le 21 mai 1991, un peu après 10 heures, elle va quitter son domicile pour partir vers Monaco. Et je vous vois venir, elle y arrive à Monaco. Bah oui, je vous connais maintenant, vous deviez penser qu'elle n'y arriverait jamais, qu'elle disparaîtrait sur le chemin. Eh ben non, elle va à Monaco. Et elle a une matinée chargée puisqu'elle va passer un bon de commande auprès d'une pharmacie, puis elle va aller rencontrer un de ses grossistes avant de retourner dans la pharmacie initiale pour se faire payer. Une préparatrice en pharmacie va dire qu'elle a bien vu cette belle jeune femme habillée toute en noir revenir pour voir le gérant qu'elle connaît bien. Sauf que le gérant à ce moment-là il n'est pas disponible et donc elle part pour déjeuner et dit qu'elle reviendra en début d'après-midi. Une heure après donc elle va retenter sa chance mais le gérant n'est toujours pas disponible. Alors elle va lui laisser un petit mot sur lequel il est marqué « Je repasse la semaine prochaine, bisous Marie-Hélène » et elle reprend la route. À 14h30, elle va donc reprendre la route de Gap au sein de son bolide, une superbe Renault Super 5 blanche. Sauf que là, elle disparaît. Bah oui, il faut bien qu'elle disparaisse à un moment. Le 22 mai 1991, Steven, le petit ami donc, va appeler les parents de Marie-Hélène, et notamment Annie, pour dire que son patron a appelé et qu'il a essayé de la joindre, mais impossible de la voir au téléphone. Le lendemain, à nouveau, il va encore rappeler ses beaux-parents pour dire que Marie-Hélène n'écoute pas les messages sur son répondeur, que ça semble inhabituel. Parce qu'elle est en tournée, donc elle peut ne pas rentrer pendant plusieurs jours, mais elle est censée avoir son téléphone. La famille, très rapidement, a peur d'un accident de voiture, parce que c'est quand même assez courant dans cette région, sur des routes montagneuses, et donc ils vont un peu faire le tour des routes, mais ils ne trouvent rien, aucune nouvelle d'un accident. Et les parents de Marie-Hélène, ils savent que ce n'est pas dans son habitude de ne pas répondre. Enfin, il s'est passé un événement les jours qui précèdent qui pourrait expliquer ce silence. Marie-Hélène a appris que Steven la trompait, elle est donc en colère et elle pourrait vouloir se venger de son petit ami en ne lui donnant aucun signe de vie. Mais le 24 mai, Steven appelle à nouveau pour dire que cette fois-ci, elle n'est pas rentrée alors qu'elle devait rentrer à la maison. Et les parents vont comprendre que ce n'est pas une simple querelle d'amoureux. Ils vont se rendre le dimanche, donc le 26 mai, chez le couple, et rencontrer Steven qui semble avoir bien fêté la veille. Il a même un copain qui comate un petit peu sur le canapé. Il semble un peu perdu, il ne sait plus comment Marie-Hélène était habillée, ce qu'elle a pris comme vêtements. Il ne retrouve pas trop les papiers, et donc c'est les parents, et notamment Annie, qui vont prendre les choses en main. Elle va fouiller et rapidement trouver les vêtements qui manquent. Elle regarde le nombre de cintres et elle comprend le nombre de tenues. Et elle va aussi trouver les papiers de sa voiture. Et Annie, donc, va prendre les choses en main pour que cette enquête démarre. Alors vous le verrez dans cette affaire, la police, elle ne semble pas rapidement mobilisée. Elle ne prend pas trop cette disparition au sérieux, elle va expliquer aux parents de Marie-Hélène qu'elle est majeure, qu'elle a peut-être simplement fugué, qu'elle est partie, et qu'elle a le droit de le faire, tout simplement. Mais Annie, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc elle va faire l'enquête. Elle va déposer une main courante pour signaler la disparition, elle va interroger la banque de sa fille pour vérifier s'il y a des mouvements bancaires, et elle constate qu'il n'y a rien qui se passe sur son compte, ce qui est quand même étonnant. Le père aussi est mobilisé auprès du commissariat pour demander une recherche. La police accepte de faire un petit peu le tour des hôpitaux pour vérifier s'il y a des nouvelles d'elle, mais Marie-Hélène n'est hospitalisée nulle part. Et donc les parents de Marie-Hélène, ils vont remuer ciel et terre, mais littéralement. Ils vont faire le tour des routes pour vérifier s'ils ne trouvent pas la voiture accidentée quelque part. Ils vont fouiller les parkings pour essayer aussi de retrouver la voiture, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Le père est un ancien parachutiste, donc il va demander à tous ses anciens camarades de venir l'aider. Et ils vont descendre en rappel dans tous les ravins le long des routes qu'elle a pu prendre pour essayer de la retrouver. La mère, Annie, va jusqu'à louer un hélicoptère
oui, un hélicoptère pour survoler les zones. Elle va aussi acheter un sonar pour fouiller un canal, le canal de la Durance, pour vérifier qu'elle n'a pas coulé. Oui, je sais, on dirait un scénario de film, mais c'est bien deux particuliers, deux parents comme tant d'autres, qui remuent ciel et terre pour retrouver leur enfant. Et faute de piste, eh bien, ils vont mettre en place un numéro de téléphone pour recueillir les témoignages éventuels. Et il va y en avoir, et dès qu'il y aura un témoignage, eh bien, ils vont aller sur place, ils iront même jusqu'en Espagne, ils suivent vraiment toutes les pistes. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est en 1991, mettre tout ça en place, c'est quand même assez exceptionnel. On n'a même pas internet à l'époque, on a juste le téléphone, c'est assez incroyable. Et la police dans tout ça, eh bien, elle attend juin 91 pour finalement commencer réellement l'enquête, mais vous le verrez, son travail n'est clairement pas suffisant. Steven, il va être entendu et on y reviendra, mais il est plus que flou. Il va donner des pistes, mais elles ne sont pas réellement creusées par la police. On va perquisitionner l'appartement du couple, mais on va pas fouiller ni le garage ni la cave, tant qu'à faire. Et on va finalement se concentrer sur une piste un peu étonnante et ne se contenter que de celle-là. Nous sommes maintenant le 6 octobre 1991, quelques mois ont passé depuis la disparition de Marie-Hélène, et une commerçante va répondre à l'appel à témoins. Elle explique qu'elle travaille dans une boutique de prêt-à-porter et qu'elle a reçu un jour une visite un peu étrange, celle d'un homme accompagné de deux jeunes femmes, dont l'une d'elles pourrait être Marie-Hélène. Et elle va expliquer que ces deux jeunes femmes semblent amorphes, elles semblent complètement soumises à cet homme, qui lui a une attitude déplacée. Elle pense que cet homme est un proxénète. Et alors, qu'est-ce qui lui fait dire ça? Eh bien, déjà, il embrasse les deux femmes sur la bouche, devant tout le monde, et il va aussi appeler celle qui pourrait être Marie-Hélène, ma petite pute. Il a la quarantaine et il a payé par carte bancaire, donc on peut remonter cette piste. Mais ça va toutefois prendre du temps, puisque la police va au début se planter complètement. Elle va arrêter quelqu'un et se rendre compte que ce n'est pas du tout lui. Et le 21 janvier 1994, elle va finalement arrêter Daniel, le vrai propriétaire de cette carte bancaire. Daniel, il se présente comme un grand homme d'affaires financier suisse et allemand, mais il est surtout connu des enquêteurs parce que il traînerait dans des affaires un peu louches. On le soupçonne de fournir des prostituées à de riches hommes d'affaires de la Côte d'Azur. Son mode opératoire, il serait connu, il fréquenterait des bars un peu chics pour repérer des proies, il passerait des faux castings pour du mannequinat ou des activités de ce style. Ça lui permet d'attirer des jeunes femmes belles et jeunes, il leur promet une très belle carrière, florissante, vous voyez bien le tableau. Et finalement, il les drogue, il les séquestre et il les livre aux clients. Charmant. Et le lien avec Marie-Hélène, eh bien, c'est qu'elle s'est déjà rendue dans une boîte de nuit à Cannes qu'il fréquente habituellement. Il aurait donc pu la repérer, c'est une jolie femme, c'est cohérent. Et donc il sera incarcéré le 3 juin 1994, mais il sera finalement relâché 5 mois plus tard. Oui, les policiers ont oublié de vérifier s'il était en France au moment où elle a disparu, et il n'y était pas. C'est dommage. Tout tombe donc à l'eau et on repart à zéro. Des années après la disparition, la police n'a donc aucune piste sérieuse. Et la famille de Marie-Hélène, eh bien, elle est hors d'elle. Et elle va demander que cette équipe de policiers, elle soit dessaisie de cette affaire et qu'on mette d'autres professionnels à la place. En juillet 1996, c'est la section de recherche de Marseille, des gendarmes donc, qui vont reprendre le dossier et qui vont décider de le reprendre à zéro. Et ils vont donc commencer par le plus logique, l'entourage de Marie-Hélène. À commencer par Steven, le petit ami, qui a déjà été entendu. Et je vous l'ai déjà dit, c'est normal, c'est le petit ami, donc c'est le suspect numéro 1 dans toutes les affaires de ce type. Le couple bat de l'aile depuis un moment, je vous l'ai expliqué, Marie-Hélène, elle avait découvert les infidélités de Steven et elle comptait même le quitter, elle en avait parlé à une amie le matin ou la veille de sa disparition, la famille était au courant, voilà, c'était un secret pour personne. Lorsqu'il avait été entendu, Steven, il avait expliqué sa version, il avait été flou, il avait changé d'emploi du temps
en cours de route, il ne se souvenait plus trop des détails. Bon, il n'était pas très coopératif pour essayer de retrouver sa petite amie. Et il ne semblait pas non plus éploré, c'est ce que la famille en tout cas et les proches relèvent. Pour un homme dont la petite amie est portée disparue, c'est assez étonnant. En garde à vue toujours, donc il fait des déclarations qui sont inexactes, ça sera vérifié, et il ne cache pas ses relations extra-conjugales. Et il va parler dès le début d'une relation en particulier. Il s'agit d'Evelyn, qui est une de ses maîtresses principales. Evelyn est une femme âgée de 15 ans de plus que Steven, c'est ce qu'on appelle familièrement une cougar, dans ce milieu-là, une cougar du Sud. Il l'a rencontrée parce qu'elle dirigeait l'agence immobilière dans laquelle il travaillait, donc dans un cadre professionnel à la base. Ils se rencontrent donc en 90 et rapidement, Evelyn va faire une proposition à Steven. Elle propose de lui payer son loyer en échange de faveurs, d'avantages en nature. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. On n'est pas dans une relation extra-conjugale classique puisqu'on a de l'argent qui s'y mêle. Evelyn est parfaitement au courant de la relation entre Steven et Marie-Hélène et elle lui voue une haine magistrale à ce niveau-là. Elle est jalouse, mais comme pas possible. Et elle ne s'en cache pas puisque des témoins ont pu rapporter qu'elle a dit si elle vient dans mon agence, je lui crève les yeux. Et elle ne se contente pas de menacer, parce que ça serait trop simple. Non, Evelyn, elle va au bout des choses. Elle est rentrée dans l'appartement du couple en février 91, elle a volé le parfum de Marie-Hélène, elle a déchiré ses vêtements et elle a posé des affaires à elle sur le lavabo, partout à la place. Ses barrettes, son rouge à lèvres, elle marque son territoire. Le message est absolument subtil. Et donc Marie-Hélène, quand elle voit ça, elle pète un plomb, littéralement, et Steven va demander à sa maîtresse de présenter des excuses. Evelyn, vous l'aurez compris, ce n'est pas le genre de femme à présenter des excuses, mais elle va finalement le faire en pleurs. Mais elle va quand même, quelques jours plus tard, crever les 4 pneus de la voiture de Marie-Hélène. Non mais... Et donc vous avez une maîtresse absolument jalouse, qui n'hésite pas à rentrer dans le domicile conjugal, voler des affaires... un comportement parfaitement sain et adapté. Et la police, cette information, elle va la mettre sur un petit papier dans sa poche, s'asseoir dessus et ne rien en faire. Et le comble, c'est aussi que Steven, ce qu'on découvre, c'est qu'il a été impliqué dans une autre disparition en 82, celle de John Bert, un enfant de 13 ans. Et il avait été interrogé parce qu'il avait fanfaronné en disant que c'était le dernier à avoir vu le petit garçon. Il avait donné plein de détails et finalement il s'était rétracté. Donc on a 2 personnages qui sont particulièrement étonnants, inquiétants. On a un petit ami qui donne des versions plus ou moins vaseuse, on a une maîtresse jalouse qu'on n'entend pas, tant qu'à faire, et donc ça, les gendarmes, quand ils reprennent l'affaire, ça attire leur attention, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, quelqu'un impliqué dans 2 disparitions, avec une maîtresse jalouse, et ils vont creuser ces pistes-là. Donc Steven a été entendu, mais pas sa maîtresse, et les gendarmes vont faire quelques petites recherches pour identifier un petit peu le profil de cette femme, parce qu'on sait qu'elle est jalouse, mais finalement on ne sait pas réellement qui elle est. Eh bien c'est un personnage. Evelyn est quand même liée à l'assassinat d'un grand bandit corse, dans le cadre d'un règlement de compte à Paris en juin 93. Les gendarmes comprennent donc qu'elle a des liens avec la pègre locale, et qu'elle a des affaires financières un peu louches. On va regarder ses relevés bancaires, et on va se rendre compte qu'entre le 14 et le 21 mai 1991, il va y avoir une transaction de 200 000 francs vers une femme gitane de Nice. Alors Evelyn, quand elle est interrogée, elle va expliquer que c'était pour que cette femme-là garde le silence par rapport à ses relations extra-conjugales. Son mari n'était pas au courant. Sauf qu'au niveau des dates, à ce moment-là, ils étaient quasiment divorcés. Donc ça n'a pas de sens. Les gendarmes vont fouiller chez elle et découvrir une coupure de journal qui parle de la disparition, et son agenda sur lequel la date du 21 mai est soulignée de 2 traits. Elle a aussi marqué « Ne parle pas trop, reste sur tes gardes ». Un petit message que tout le monde se met dans son agenda, bien sûr. Sur son relevé de téléphone, pour cette date-là du 21 mai 91, on constate un appel de quelques secondes que Steven lui a passé, donc on ne saura pas ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, il l'a appelé à 16h19. Et les investigations, elles tendent à penser que Marie-Hélène, elle a eu le temps de revenir chez elle à la fin de sa tournée. Elle aurait donc pu être au domicile. Alors Evelyn, elle va donc être entendue dans le cadre d'une garde à vue, et elle va ensuite être placée sous le statut de témoin assisté.
Alors, j'ai pas eu l'occasion, donc c'est le moment de vous parler de ça, de la différence de statut entre mise en examen, qu'on connaît bien, et le statut de témoin assisté. Vous l'aurez compris, c'est un statut dans le cadre d'une information judiciaire. À ne pas confondre par contre avec le statut de témoin. Le témoin n'est pas mis en cause, le mis en examen et le témoin assisté sont mis en cause dans l'affaire. Pour être sous ce statut de témoin assisté, en fait, il faut qu'il y ait des éléments qui rendent vraisemblable la participation à l'infraction, mais que toutes les conditions pour mettre en examen ne soient pas réunies. Les conditions, il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais il faut qu'il y ait des indices graves ou concordants qui laissent penser qu'on a commis ou participé à cette infraction. Là, c'est un peu moins fort, mais on a quand même des éléments qui relient à l'affaire. On va pouvoir passer d'un statut à l'autre en fonction de l'avancée du dossier, le juge d'instruction peut parfaitement le faire. Et la différence principale, c'est que le témoin assisté, eh bien, il n'est pas placé en détention provisoire, il n'a pas de contrôle judiciaire, ni de bracelet électronique. C'est donc quand même vachement plus souple. Il faut donner son adresse pour être joignable à tout moment, répondre aux convocations, participer à l'instruction finalement, mais on ne risque pas de détention. Je vous mets à l'écran les différences entre les statuts, donc témoin, témoin assisté et mise en examen. Ce tableau est à jour cette fois-ci. Bref, dans notre histoire, eh bien, faute de preuves, les poursuites contre Evelyn seront abandonnées. Steven, lui, ne sera jamais réellement inquiété, et donc on a deux tourtereaux amants qui sont parfaitement libres et présumés innocents, je le rappelle. Bon, c'est bien beau tout ça, mais et maintenant? Parce que finalement, l'affaire n'a pas avancé. La famille ne lâche rien. On a malheureusement le père de Marie-Hélène qui est décédé en 2011 et qui n'a jamais connu la vérité. Le dossier sera clôturé 2 ans après, en 2013, mais Annie, la mère de Marie-Hélène, ne lâche rien. Elle continue de faire parler de cette affaire, d'intervenir à la télé, dans les journaux, à la radio, pour essayer de trouver une nouvelle piste et le coupable surtout. La ligne téléphonique pour les appels à témoins est toujours disponible et je vous la mets à l'écran. En 2012, on a quand même une avancée puisqu'on va retrouver un crâne humain, un crâne féminin à Vence, et on se dit que potentiellement, eh bien, ça pourrait être la dépouille de Marie-Hélène. Sauf que problème, à l'époque, on n'a pas conservé son ADN pour pouvoir faire une comparaison. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Jusqu'en 2021, parce que à cette époque-là, eh bien, Annie, elle fouille dans un secrétaire de son mari et elle va retrouver dans une petite enveloppe une dent de lait. Et elle comprend que la petite souris était passée pour sa fille et elle va transmettre immédiatement cette dent pour analyse. Et on retrouve le fameux fichier FNAEG. Vous vous en souvenez, j'en suis sûre. À ce jour, je n'ai pas trouvé de résultats sur les tests et donc je ne sais pas s'ils sont concluants ou pas. Mais en 2022, surtout, on a un pôle que maintenant vous connaissez par cœur, le pôle Cold Case de Nanterre qui a été saisi. Et on a nommé une juge d'instruction, pas n'importe laquelle. Il s'agit de Sabine Kéris, qui est notamment connue parce que c'est elle qui a fait parler Michel Fourniret, rien que ça. Et donc elle s'est rendue sur place, elle reprend l'affaire à zéro avec les moyens du pôle Cold Case, et donc on peut espérer avoir peut-être une réponse. Elle a créé une adresse mail spéciale pour les témoignages que je vous mets aussi à l'écran, ça peut toujours servir. La famille, elle est persuadée que Steven et sa maîtresse Evelyn, eh bien, ils sont dans le coup, parce qu'Evelyn, elle avait tous les contacts pour faire disparaître quelqu'un. Marie-Hélène serait retournée chez elle, il y aurait eu une altercation entre les deux femmes et elle aurait disparu. C'est totalement plausible. La mère de Marie-Hélène va aussi confier dans plusieurs journaux que le directeur de l'enquête à l'époque lui a dit « Il m'a dit texto que je ferais un très bon policier, mais qu'il ne fallait pas toucher à cette famille. » Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Steven, eh bien, par son père, il a des relations très haut placées. Et selon moi, ça expliquerait cette gestion qu'on pourrait qualifié de catastrophique finalement de ce dossier par les premiers enquêteurs, parce qu'on voudrait un petit peu étouffer l'affaire, on ne voudrait pas aller fouiller trop dans le passé de Steven et de sa maîtresse Evelyn. Evelyn qui est aussi liée au grand banditisme. Voilà, ces deux noms sont quand même sortis en 1991 et on n'en a rien fait. C'est dommage, mais c'est surtout étonnant. Alors est-ce que Evelyn a agi seule ou sur ordre de Steven ?
on n'en sait rien. Mais c'est quand même étonnant que ni l'un ni l'autre n'ait été plus entendu. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je rappelle quand même le principe de la présomption d'innocence, mais je vous laisse me donner votre position. Est-ce que vous pensez que c'est une disparition? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Votre avis sur la gestion de cette enquête, voilà. Je lis tous vos commentaires et je trouve ça super intéressant d'avoir les avis de plein de gens, parce que finalement vous n'avez pas tous le même. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce type de vidéo vous plaît et activer les notifications. J'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse quand je dis ça, waouh! Mais c'est vrai parce que sinon vous n'êtes pas forcément informé de quand la vidéo sort. Et cette vidéo, eh bien, elle est terminée. Vous connaissez la chanson, on se retrouve dans la prochaine pour un nouveau département. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos aussi, parce que là, je pars bille en tête, mais si vous avez d'autres envies, d'autres choses que vous voulez voir, eh bien j'essaierai de les caler dans mon emploi du temps plus que chargé. À la prochaine!